Vers qui tournons-nous lorsque ceux qui ont la responsabilité de nous protéger ne le font pas? Est-il juste de leur faire subir la dureté et les peurs qu'ils ont perpétrées? C'est une question à laquelle vous seuls pouvez répondre. Ces 3 officiers de police, présumés protecteurs des vies et des biens, ont choisi d'être du mauvais côté de l'histoire. À l'inverse, ils ont été molestés et tués. Leur fin? L'anéantissement total de leur carrière et de leur vie. Voici l'histoire de 3 flics corrompus tués instantanément en prison alors qu'ils paient le prix de leurs crimes. Theodore Dyer. Lorsque Suzanne et sa fille de 9 ans ont emménagé dans un appartement de Grand Haven, dans le comté d'Ottawa, en avril 2012, elles n'auraient jamais pu savoir que leur voisin était le mal personnifié, l'ancien officier de police de l'aéroport du comté de Muskegon, Theodore Dyer. En plus d'être un agent des forces de l'ordre, Dyer était bien dans la soixantaine et avait une relation stable à l'époque. Suzanne n'aurait pas pu espérer un meilleur profil de voisin et elle a rapidement noué de bonnes relations avec Dyer et sa petite amie de l'époque. En tant que voisins immédiats, Suzanne et Dyer se croisaient et discutaient presque tous les jours. Toutefois, leur relation ne se limitait pas à leur bavardage quotidien et Dyer est rapidement devenu un membre de sa petite famille. Lors d'une interview accordée à la presse locale, Suzanne a déclaré à propos de l'ancien policier « Depuis ce jour où ils ont emménagé, nous nous parlons tous les jours. Lui et sa petite amie n'ont jamais eu d'enfants, alors ils ont adopté mes enfants, je suppose. » Malheureusement, la relation de confiance que Suzanne a développée avec Dyer signifie que sa fille de 9 ans passe beaucoup de temps chez elle, surtout quand Suzanne doit travailler. Cependant, le petit monde parfait de Suzanne était sur le point d'être complètement chamboulé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer en 1 million d'années. Lors d'une soirée fatidique de juin 2013, la fille de Suzanne s'était rendue à l'appartement de Dyer comme d'habitude. Comme il était tard, Suzanne a décidé d'aller la chercher pour la ramener à la maison. On peut appeler cela l'instinct maternel. Mais pour une raison quelconque, Suzanne a décidé de ne pas frapper à la porte de l'appartement de Dyer. Et à la place, elle est entrée tranquillement. L'intérieur de l'appartement était étrangement étrange, et le fait que sa fille n'était pas en vue lorsqu'elle est entrée a rapidement éveillé les soupçons de Suzanne. La mère inquiète a été attirée vers la chambre de Dyer par un bruit léger, et lorsqu'elle a jeté un coup d'œil par une fissure dans la porte, ce qu'elle a vu l'a presque fait perdre pied. Elle a vu Dyer agresser sexuellement sa fille de 9 ans. En racontant cette expérience sordide, Suzanne a déclaré « J'ai claqué la porte, je l'ai attrapé et je suis remontée dans notre appartement. Je lui ai demandé si ce que j'avais vu était vraiment ce qu'il faisait. Elle a répondu par l'affirmative. Comme prévu, Suzanne a immédiatement appelé le 911 et Dyer a été arrêté pour ses crimes abjects. La fille de Suzanne a confirmé plus tard aux inspecteurs que c'était la 3e fois que le policier en disgrâce lui faisait subir cela. Après l'arrestation de Suzanne, Dyer a été reconnu coupable d'agression sexuelle criminelle au 1er degré contre un mineur. Le juge a décidé de lui infliger une peine et, compte tenu du fait qu'il était sexagénaire, il était plus probable que Dyer meure en prison. Dans une tournure peut-être malsaine de son histoire, la vie de Dyer a connu une fin tragique en prison, plutôt que quiconque n'aurait pu l'envisager. L'ancien policier a commencé à purger sa peine à la prison de Saginaw. On sait que la plupart des anciens policiers condamnés sont souvent accueillis avec hostilité par leurs codétenus. Cependant, la nature du crime de Dyer a fait de lui une cible facile pour les prisonniers qui étaient dégoûtés par son acte criminel. Bien que la prison abrite certains des criminels les plus célèbres du Michigan, y compris des tueurs, l'agression sexuelle d'une fillette de 9 ans est considérée comme un tabou par la majorité des détenus. Malheureusement pour Dyer, ce point de vue était partagé par son compagnon de cellule, Steven Sandison, un homme qui purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir assassiné sa petite amie dans le comté de Wayne en 1991. Le 29 octobre 2014, 10 mois après le début de la peine de prison de Dyer, son compagnon de cellule Sandison a craqué et tué l'ancien policier alors qu'il se trouvait dans leur cellule. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle de la mort de Dyer fasse la une des journaux locaux, et l'une des personnes qui s'est quelque peu réjouie de la triste fin de Dyer n'est autre que la mère de la victime, âgée de 9 ans. Bien que Suzanne ait affirmé qu'elle ne voulait jamais voir quelqu'un mourir, elle ne pouvait s'empêcher d'être heureuse pour sa fille. Selon elle, je pense que c'était un soulagement pour elle de savoir que cela ne se reproduirait plus. À la suite d'une brève enquête menée par la police de l'État du Michigan, Sandison a avoué au détective qu'il avait tué Dyer et a été officiellement accusé du meurtre. Le 23 février 2015, Sandison a comparu devant le Chief Circuit Judge Fred L. Borchard dans un tribunal itinérant du comté de Saginaw, où il a plaidé coupable de meurtre au second degré auprès d'un condamné en prison. À l'intérieur du tribunal, Sandison était une image de calme et n'a montré aucun remords pour avoir pris la vie de Dyer. Lorsque son avocat, James Gust, lui a demandé s'il avait tué Theodore Dyer, Steven Sandison a répondu par l'affirmative. Il a dit « Oh, bien sûr, bien sûr ».
Plus tard, au cours de l'audience, le juge a demandé à Sanderson d'expliquer à la cour comment il avait tué Theodore Dyer. Le tueur condamné a alors poliment expliqué au juge l'enchaînement des événements qui ont conduit au meurtre horrible de Dyer. Sanderson n'a pas pu cacher son mépris pour Dyer, car il a déclaré avoir découvert que l'officier de police en disgrâce était en prison pour une très mauvaise affaire de viol d'enfant. Sanderson poursuit en détaillant comment Dyer l'avait irrité lors de cette nuit fatidique, en essayant de justifier pourquoi il avait agressé sexuellement une petite fille. Mais comme Dyer ne voulait pas se taire, il l'a tué. Sanderson a déclaré, bien que Sanderson ait continué à affirmer qu'il ne regrettait pas d'avoir ôté la vie à Dyer, il s'est distancié du culte du héros, venant d'une partie des gens qui estimaient que Dyer ne méritait pas de vivre après avoir violé un enfant. Tout en affirmant qu'il n'était pas une sorte de héros, lors de sa condamnation du 22 avril 2015, Sanderson a également laissé échapper quelques mots pour ceux qui avaient critiqué ses actions dans les mois qui ont précédé ce moment. Bien que Sanderson ait répété une fois de plus qu'il ne se sentait pas coupable d'avoir tué Dyer, il a montré de la sympathie pour la famille de sa victime. Il a déclaré « Je ne me sens pas mal pour la famille de Dyer, je ne me sens pas mal pour ce que j'ai fait, je me sens mal pour sa famille, ou quelque chose comme ça, mais pour ce qui est du remords envers lui, non. » Certains membres de la famille de Dyer étaient présents au tribunal et ont écouté tout ce que Sanderson avait à dire. Ils ont toutefois refusé de s'exprimer devant le tribunal et de parler à Saginaw News après le prononcé de la sentence. Le juge Fred L. Borchard a infligé à Steven Sanderson la peine maximale d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Le tueur condamné, qui devait désormais purger 2 peines d'emprisonnement à perpétuité, a été placé dans un centre de détention plus élevé par le personnel de l'administration pénitentiaire du Michigan. Par conséquent, il purge désormais ces 2 peines d'emprisonnement à perpétuité au centre correctionnel d'Ionia, au niveau de sécurité le plus élevé. Gerard John Schaeffer. Si vous pensiez que Theodore Dyer était un policier criminel méprisable, vous risquez de vous arracher les cheveux et de vous ronger les ongles après avoir lu l'histoire intrigante de Gerard John Schaeffer. Contrairement à Dyer, Schaeffer était un tueur en série prédateur qui aimait s'attaquer aux adolescentes et aux jeunes femmes. Schaeffer, également connu sous les noms de Pendu, flic-tueur et boucher de Blind Creek, a été reconnu coupable du meurtre et de la mutilation de 2 adolescentes en 1972 à Port-Saint-Lucie, en Floride. On pense qu'il est responsable de la mort de 26 autres victimes féminines. Schaeffer a été surnommé le flic-tueur parce qu'il était shérif adjoint dans le comté de Martin, en Floride, lorsqu'il a été arrêté pour la première fois en 1972. Il a également été surnommé en raison de sa pratique troublante, consistant à attacher ses captives à des arbres et à leur passer un nœud coulant autour du cou avant de les torturer et de les tuer. La méchanceté de Schaeffer ne s'arrêtait pas à la mort de ses victimes, puisqu'il se livrait généralement à divers actes impies sur leurs cadavres. Démembrement de parties du corps, cannibalisme, nécrophilie, etc. Aussi incroyable que cela puisse paraître, tout cela s'est produit. Bien que les détails de la folie meurtrière de Schaeffer soient très vagues, le règne de terreur du policier tueur en Floride aurait duré plus d'une demi-décennie. Cependant, le drame et l'agitation médiatique qui ont suivi son arrestation ont duré beaucoup plus longtemps et ont conduit à de nombreuses autres révélations qui ont ébranlé le pays tout entier. Mais qu'est-ce qui fait qu'un policier devient un tueur en série dépravé et obsédé par le sexe? L'enfance problématique de Gerard John Schaeffer fournit quelques indices sur ce qui a pu le conduire sur une voie aussi sombre et horrible. Né à Neenah, dans le Wisconsin, le 24 mars 1946, Gerard John Schaeffer est l'aîné d'une famille de 3 enfants. Le père de Gerard John Schaeffer était voyageur de commerce, tandis que sa mère était femme au foyer. En raison de la nature du travail de son père, Schaeffer a grandi dans différents États, notamment à Nashville, dans le Tennessee, puis à Atlanta, en Géorgie, avant que la famille ne s'installe définitivement à Fort Lauderdale, en Floride, en 1960. Bien qu'étant le premier fils, Schaeffer n'a jamais eu de bonnes relations avec son père. Il estimait que son père était hypercritique et qu'il préférait sa petite sœur Sarah à lui et à ses frères. Peut-être pour se sentir mieux dans sa peau, Schaeffer a commencé à porter des vêtements et des sous-vêtements féminins à l'âge de 12 ans. Il a rapidement commencé à se masturber en s'attachant à un arbre et en se blessant de différentes manières. Plus tard, Schaeffer a déclaré à un psychiatre qu'il avait développé une violente haine de soi en jouant à certains de ses jeux d'enfance. Selon lui, « Je me faisais toujours tuer, je me faisais toujours tuer. Je voulais mourir. Mon père préférait ma sœur, alors je voulais être une fille. J'étais une telle déception pour ma famille quand j'étais enfant, pour mon père, qui aimait ma sœur. Je ne pouvais pas plaire à mon père, alors en jouant, je voulais être tué. » En grandissant, l'automutilation n'a pas suffi à calmer ses pulsions sexuelles, et Schaeffer a rapidement commencé à fantasmer sur le fait de blesser d'autres personnes, des femmes en particulier. En fait, alors qu'il était dans un lycée de Floride,
Le jeune Schaeffer a avoué à son professeur d'écriture, le romancier sudiste semi-célèbre Harry Crews, qu'il était hanté par des fantasmes de meurtre. Troublé par les confessions de l'adolescent de l'époque, Crews a orienté Schaeffer vers un thérapeute. Lors de son entretien avec le thérapeute, le jeune Schaeffer a fait des révélations encore plus surprenantes. Il avoue « Je voudrais tuer des choses. J'aime même tirer sur les vaches maintenant. » Il a également affirmé avoir décapité des animaux avec une machette avant de les sodomiser. Plusieurs années plus tard, les fantasmes de Schaeffer se sont manifestés dans la réalité lorsqu'il a enregistré ses premières victimes officielles en tant qu'adjoint du département du shérif du comté de Martin en 1972. Quelques mois plus tôt, Schaeffer avait été licencié de son poste de patrouilleur au sein de la police de Wilton Manors après que ses supérieurs eurent découvert qu'il arrêtait délibérément des automobilistes de sexe féminin pour des infractions mineures au code de la route, entrait leurs plaques d'immatriculation dans une base de données afin d'obtenir des détails plus personnels avant de les contacter plus tard pour leur proposer des rendez-vous galants. Schaeffer a également été licencié d'un poste d'enseignant en 1969 pour comportement totalement inapproprié. Malgré son renvoi du service de police de Wilton Manors, Schaeffer a pu obtenir un autre emploi dans les forces de l'ordre après avoir falsifié une lettre de recommandation de Wilton Manors approuvant sa candidature. Schaeffer s'est avéré trop intelligent pour le système et s'est donc placé dans une position où il a pu exploiter la confiance accordée aux agents des forces de l'ordre pour assouvir pleinement ses fantasmes sexuels. Le matin du 22 juillet 1972, Schaeffer enlève deux adolescentes autostoppeuses, Nancy Ellen Trotter, 18 ans, et Paula Sue Wells, 7 ans, qu'il avait rencontrées la veille. Le célèbre tueur les a emmenées dans une zone boisée où il les a attachées à des arbres séparés et leur a passé un nœud coulant. Il a ensuite informé les jeunes filles qu'il les violerait et les tuerait, voire les vendrait pour qu'elles se prostituent. Heureusement pour les femmes, Schaeffer a reçu un appel urgent du disparu lui demandant de se rendre au poste de police. Schaeffer s'est empressé de laisser les filles dans les bois, non sans les avoir averties de ne pas tenter de s'enfuir. Sachant qu'elles risquent une mort certaine, comme il le leur avait promis, les deux jeunes filles ont réussi à se libérer et à se rendre au poste de police le plus proche, qui se trouvait être le commissariat de Schaeffer. Alors que les filles racontent leur terrifiante épreuve au poste, Schaeffer arrive dans les bois et découvre que les filles se sont échappées. Réalisant qu'il avait commis une grave erreur, il est rapidement rentré chez lui et a appelé le poste pour informer le shérif Robert Crowder qu'il avait fait une bêtise. On aurait pu penser que le fait d'avoir failli se faire prendre, ainsi que le fait que son procès était prévu en novembre 1972, l'aurait convaincu de tourner la page, mais comme la plupart des tueurs en série, Schaeffer n'a pas pu s'arrêter. Après avoir fait profil bas pendant quelques mois, Schaeffer frappe à nouveau, et cette fois avec plus de précision. Le 27 septembre 1972, il enlève et tue deux amies adolescentes, Susan Carol Place, 17 ans, et Georgia Mary Jessup, 16 ans. Comme lors de sa précédente tentative d'enlèvement des jouets, Schaeffer attache Place et Jessup à un arbre, les torture, leur tire une balle dans la bouche et les tue à coups de hache. Il a ensuite enterré leurs restes sur l'île d'Hutchinson. Cependant, lors d'une interview réalisée en prison, Schaeffer a nié avoir agressé les filles, affirmant qu'il voulait simplement leur faire peur. Au cours des 2 mois qui ont suivi, Schaeffer s'est livré à une véritable folie meurtrière, ôtant la vie à plusieurs jeunes femmes dans le même style. Comme d'habitude, la plupart des victimes étaient des adolescentes, qui avaient disparu pendant que Schaeffer attendait le début de sa condamnation. Elles avaient été attachées à des arbres, agressées sexuellement et battues à mort, leurs dépouilles étant enterrées dans des tombes de fortune peu profondes. En décembre 1972, Schaeffer a accepté de plaider coupable pour un chef d'accusation d'agression aggravée, ce qui lui a valu une peine d'emprisonnement d'1 an, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 6 mois. À l'insu de Schaeffer, il n'allait jamais retrouver sa liberté. 4 mois à peine après sa condamnation, les dépouilles de Susan Place et Georgia Jessup ont été retrouvées par un père et son fils qui ramassaient des canettes d'aluminium dans une zone boisée du parc Oak Hammock, à Port-Saint-Lucie, en Floride. L'examen médico-légal des restes en état de décomposition avancée a révélé les terribles souffrances qu'elles avaient endurées aux mains de leur assassin. Même après leur mort, Schaeffer poursuit ses crimes abjects en décapitant les corps et en conservant certains de leurs morceaux comme souvenirs. Il est intéressant de noter que le lieu de sépulture ne se trouve qu'à 6 km de l'endroit où Schaeffer avait détenu Place et Jessup en juillet de l'année précédente. Ce minuscule élément d'information, ainsi que les nombreuses similitudes entre la méthode d'enlèvement et de meurtre des 2 jeunes filles et l'enlèvement raté de Trotter et Wells par Schaeffer, ont conduit la police à obtenir un mandat de perquisition à son domicile, dans son véhicule et dans la maison de sa mère. Lorsque la police a fouillé la maison de la mère de Schaeffer, elle a trouvé une tonne de preuves, en particulier dans sa chambre à coucher. Parmi les objets trouvés dans la maison figurent des souvenirs personnels, un carnet d'adresses, une dent en or
et des vêtements appartenant à d'autres victimes de meurtres confirmés et à des femmes portées disparues dans la région. Dans la maison, la police a également découvert des dents et des morceaux d'os qui ont ensuite été identifiés comme appartenant à au moins 8 autres victimes. Mais la découverte la plus choquante a été celle de 300 pages d'histoire de meurtres crus que Gerard John Schaeffer avait dactylographiées et écrites à la main au fil des ans. Ces récits décrivaient le viol, la torture et le meurtre de plusieurs femmes et ont été utilisés par la suite, par l'accusation, pour montrer au jury l'esprit sournois d'un tueur en série qui prenait plaisir à infliger d'immenses souffrances à ses victimes. De retour au domicile de Schaeffer, qu'il partageait avec son épouse de l'époque, Teresa Dean, la police a trouvé en possession de cette dernière un sac à main en daim distinctif appartenant à Jessup. L'épouse de Schaeffer a confirmé plus tard qu'il lui avait offert le sac en novembre de l'année précédente. Cependant, il l'avait appelée de sa prison peu après la découverte des corps des 2 jeunes filles et avait désespérément tenté de la persuader de se débarrasser du sac. En octobre 1973, Gerard John Schaeffer est officiellement accusé des meurtres de Susan Place et Georgia Jessup. Malgré la montagne de preuves qui pèsent contre lui, Schaeffer clame haut et fort son innocence tout au long du procès, mais son petit jeu ne trompe personne. Il est finalement reconnu coupable des 2 meurtres et condamné à 2 peines de prison à perpétuité. Bien qu'il n'ait jamais été jugé pour ces autres crimes, les découvertes faites lors de la perquisition de son domicile ont donné lieu à de nouvelles spéculations et à des rapports contradictoires sur le nombre de femmes qu'il a réellement tuées au cours de sa folie meurtrière. La police, convaincue que les récits manuscrits de Schaeffer n'étaient pas de simples fantasmes comme l'avait prétendu le tueur condamné, a alimenté les médias locaux avec l'idée qu'il était probablement responsable de plus de 30 meurtres. Pour résumer, Dave Kelly, l'un des inspecteurs qui a longuement interrogé Schaeffer sur ses crimes, a décrit le policier tueur comme un psychopathe sexuel. Il a également déclaré « Je crois fermement que Schaeffer était un psychopathe sexuel. Je crois fermement que Schaeffer était responsable de beaucoup plus de crimes que ceux pour lesquels il a été incarcéré. 1968 est la date du premier crime qu'on lui attribue. Mais je pense qu'il a probablement commencé ses activités au début de l'adolescence, probablement entre 12 et 14 ans. Et je parle de meurtre, pas seulement d'activités sexuelles. Bien que condamné à passer sa vie derrière les barreaux, Schaeffer s'est délecté du cirque médiatique créé par son affaire. Bien qu'il ait continué à plaider agressivement son innocence, il a publié 2 livres, Killer Fiction et Beyond Killer Fiction, avec l'aide d'une ex-petite amie, Sandra London. Nombreux sont ceux qui croient que ces livres relatent fidèlement les meurtres horribles qu'il a commis, mais Schaeffer reste catégorique. Il ne s'agit que d'une simple fiction. Cependant, il se vantait régulièrement d'avoir tué plusieurs femmes dans les lettres qu'il adressait à London dans sa prison, et se décrivait même comme l'un des plus grands tueurs en série de ce siècle dans l'une de ses lettres. Schaeffer et London se brouillèrent plus tard, de manière spectaculaire, après que cette dernière l'eût décrit comme un tueur en série, alors qu'elle s'adressait à un journaliste. Furieux de ces remarques, Schaeffer a tenté de la poursuivre en justice, et a également menacé d'envoyer quelques-uns de ses amis criminels à l'extérieur pour s'en prendre à elle. Loin de tout ce qui se passait à l'extérieur, Schaeffer trouvait la vie en prison très froide et aurait bouchardé certains détenus pour obtenir des faveurs de la part des autorités. Après avoir purgé 22 ans de sa peine à perpétuité, Schaeffer, qui avait 49 ans à l'époque, a été retrouvé poignardé à mort dans sa cellule le 3 décembre 1995. Un meurtrier condamné, Vincent Faustino Rivera, a été accusé de ce meurtre violent, au cours duquel il a tranché la gorge de Schaeffer avant de le poignarder 42 fois au visage, à la tête, au cou et sur le corps. Bien que Rivera n'ait jamais donné de motif pour cet acte, on pense qu'il s'agissait d'une vengeance pour avoir dénoncé un détenu puissant. Il est difficile d'ignorer le fait que peu de gens l'aimaient dans la prison, y compris les gardiens. Au cours de l'année qui a précédé sa mort, il a subi de nombreuses attaques de la part de ses co-détenus, qui lui ont jeté des excréments et ont même mis le feu à sa cellule à 2 reprises. L'annonce de la mort de Gerard John Schaeffer a suscité de nombreuses réactions, mais la réponse du juge Cyrus Trowbridge, qui a présidé le procès de Schaeffer, résume le mieux le sentiment général de toutes les personnes concernées par l'affaire. S'exprimant sur la mort de Schaeffer, le juge Trowbridge a déclaré « Il a enfin reçu la peine de mort qu'il méritait en fin de compte, mais qui ne pouvait lui être infligée. » Florisvaldo de Oliveira. Alors que Gerard John Schaeffer était un solitaire, motivé par ses désirs et ses envies, le Brésilien Florisvaldo de Oliveira a réuni un escadron de la mort ivre de pouvoir qui a semé le chaos dans les faubourgs de Sao Paulo par pur appât du gain. Le groupe a agi comme des bandits assoiffés de sang, tuant des dizaines de personnes et extorquant des commerçants dans les faubourgs de la plus grande ville du Brésil au cours d'un règne de terreur qui s'est étendu sur les années 1982 et 1983. Les années 80 ont été caractérisées par une vague de criminalité accrue en Amérique.
mais on peut difficilement la comparer à ceux qui se passaient au Brésil, qui ressemblaient davantage à une zone de guerre à l'époque. De la dictature militaire répressive, qui a duré plus de 2 décennies, à la violence des gangs et aux forces de police véreuses, de vastes régions du pays étaient un cloaque où régnait le crime et tout ce qui était impie. Sans surprise, le chaos a donné naissance à un grand nombre de criminels et de chefs de gang qui ont perpétré les crimes les plus odieux. Mais aucun d'entre eux n'était comme Florisvaldo de Oliveira. Né à Uchoa, au Brésil, le 18 novembre 1958, Oliveira était largement connu sous le nom de Cabo Bruno, un nom qui lui est resté depuis son enfance à Catanduva, après que ses amis l'ont taquiné en le comparant à un ivrogne local appelé Bruno. Le jeune Oliveira a eu tellement de mal à abandonner ce nom que même sa mère a commencé à l'appeler Cabo Bruno à un moment donné. À l'époque, la plupart des garçons des quartiers défavorisés du Brésil ne voyaient que 2 moyens de sortir de la pauvreté: rejoindre les gangs criminels ou s'engager dans les forces de police. Cependant, à l'époque, la police était profondément impliquée dans les organisations criminelles et les escadrons de la mort, et le seul moyen de différencier les deux était de porter l'uniforme. Cabo Bruno a finalement rejoint la police militaire de l'État de São Paulo, mais sa soif de pouvoir l'a conduit sur un chemin sombre, et il est finalement devenu un tueur en série justicier qui a envoyé de nombreuses personnes dans l'au-delà sur un coup de tête. Selon plusieurs témoignages de victimes, certaines des exécutions de Cabo Bruno étaient uniquement motivées par l'apparence de la victime. Ces affirmations ont été corroborées par la police après la capture de Cabo Bruno, qui aurait notamment tué un garçon à cause d'une petite croix tatouée sur son poignet. Pour Cabo Bruno, tout type de tatouage indiquait une forme de criminalité et, en tant que juge et jury, il pouvait exécuter ces personnes à sa guise. Cependant, comme tous les policiers corrompus, Cabo Bruno avait d'autres motivations, et l'argent les dominait toutes. Agissant uniquement pendant son temps libre, Cabo Bruno a mis sur pied un escadron de la mort qui s'en prenait principalement aux commerçants du quartier de Jabaquara. Le groupe ouvrit le feu sur des civils non armés comme des maniaques fous, tout en extorquant les commerçants qui n'avaient d'autre choix que de donner leur argent pour sauver leur vie. La plupart des meurtres dont Cabo Bruno a finalement été accusé ont eu lieu en 1982, une période sans précédent caractérisée par des corps criblés de balles qui jonchaient les rues et semaient la panique parmi les habitants presque quotidiennement. Malgré la nature effrontée de ces crimes, Cabo Bruno a pris certaines mesures pour échapper à l'arrestation. Pour ces opérations, il était connu pour utiliser 3 types de voitures: une Chevrolet Impala, une Ford Maverick et une Chevrolet Chevette, dont il changeait toujours les couleurs. Si cela lui permettait de ménager l'élément de surprise lors de presque tous ses raids, cela lui valait également une certaine popularité. Plus important encore, Cabo Bruno et sa bande de justiciers étaient liés à de hauts fonctionnaires dont l'influence leur assurait une certaine protection, ce qui a permis à leurs opérations de se dérouler sans contrôle tout au long de l'année 1982. Cependant, l'entreprise criminelle dirigée par Cabo Bruno s'est effondrée après que l'une de ses victimes, José Aparecido Benedito, a survécu. Bien que Benedito ait été abattu par Cabo Bruno, il a fait semblant d'être mort et s'est ensuite échappé après que les assaillants ont quitté les lieux du crime. Malgré ses blessures par balle, il a pu se rendre à la police pour signaler l'incident et identifier avec certitude Cabo Bruno comme le chef du groupe. Cela a conduit à une vaste enquête de la police qui a révélé par la suite que le gang de Cabo Bruno était composé d'au moins 12 officiers de police, dont 2 fonctionnaires de haut rang, un capitaine et un lieutenant. Le 22 septembre 1983, Cabo Bruno a été arrêté pour la première fois sur ordre du tribunal après avoir été accusé d'avoir tué plus de 20 personnes. Ces accusations sont étayées par plusieurs témoins qui affirment l'avoir vu commettre ces meurtres. Même si Cabo Bruno n'a reconnu qu'un seul meurtre, le dossier à son encontre était étanche, car les témoignages, ainsi que plusieurs éléments de preuve crédibles, ont eu raison de sa défense. Après 12 procès, il est finalement condamné à 113 ans de prison. La notoriété de Cabo Bruno s'est poursuivie en prison. Le tueur en série s'étant évadé à 3 reprises. Après sa 3e tentative d'évasion, le 30 mai 1991, il a été transféré au pénitencier José Augusto César Salgado à Tremembe. À un moment donné de sa détention, Cabo Bruno a embrassé le christianisme et a commencé à s'adapter à la vie derrière les barreaux. Plus tard, il est devenu évangélique et a dénoncé le nom de Bruno, qu'il considérait comme entaché par la criminalité d'une vie qu'il souhaitait laisser derrière lui. L'ancien policier s'est également adonné à l'art pendant sa détention et, en 1998, une exposition présentant plusieurs de ses œuvres a été organisée à São Paulo. 10 ans plus tard, Cabo Bruno a achevé son incroyable retournement de situation en épousant une femme au foyer qui travaillait bénévolement à la prison. À l'époque, il était pasteur dans la chapelle de la prison. Dans le cadre de sa nouvelle vie, Cabo Bruno a changé sa position initiale lors de son procès et a admis avoir tué 20 personnes. Il a également affirmé que d'autres personnes avaient commis des meurtres
en se camouflant sous le nom de Cabo Bruno, ce qui expliquerait l'insistance de la police à dire qu'il avait tué plus de 50 personnes. La suite de l'histoire de Cabo Bruno ne peut s'expliquer que par l'enseignement de la Bible sur le fait qu'un homme qui trouve le Christ est devenu nouveau et que les choses anciennes passent. Pour beaucoup, Cabo Bruno a eu l'impression d'avoir échangé son ancienne vie contre une nouvelle lorsque le tribunal de Taubaté lui a accordé sa liberté le 22 août 2012, après avoir purgé moins de 30 ans de sa peine. Le tribunal a invoqué son bon comportement et le fait qu'il avait purgé plus de 20 ans de prison pour justifier ce jugement controversé. Bruno était ravi de cette décision et a plaisanté sur le fait qu'il devrait avoir sur lui une copie de son permis de sortie pour la montrer à la police, afin qu'elle ne pense pas qu'il s'est à nouveau évadé. Toutefois, cette joie a été de courte durée, car il a été assassiné à peine un mois plus tard, alors qu'il se trouvait en voiture avec sa famille dans le quartier Quadra Coberta à Pindamonhangaba, le 26 septembre 2012. Alors qu'il revenait d'un service religieux dans la municipalité d'Aparecida, il a été abordé par 2 hommes qui ont ouvert le feu sur le véhicule, laissant le corps de Cabo Bruno criblé de balles. Les 2 hommes n'ont tiré que sur lui, et aucun de ses proches n'a été blessé lors de cette attaque brutale. L'ancien officier de police a été déclaré mort sur les lieux, et la police a déclaré que tout indique qu'il s'agit d'une exécution. Selon le lieutenant Mario Tonin de la police militaire, tout semble indiquer qu'il s'agit d'une exécution extrajudiciaire, mais nous ne le saurons qu'à l'issue de l'enquête de police. Les 2 hommes ont pu s'enfuir à pied et n'ont jamais été retrouvés malgré une vaste chasse à l'homme lancée par la police. Après la mort de Cabo Bruno, sa famille a vendu aux enchères plusieurs de ses tableaux et a utilisé le produit de la vente pour refaire sa vie ailleurs. On n'a plus entendu parler de la famille de Cabo Bruno dans les années qui ont suivi, mettant ainsi un terme ignominieux à l'histoire d'un homme qui a failli s'en tirer à bon compte. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran.